Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Gilbert Sinoué est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Il devrait être question d'Orient aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En effet, Gilbert vient de consacrer un beau roman biographique à l'une des figures les plus lumineuses de l'Andalousie arabe, un philosophe empreint du grand legs d'Aristote, Ibn Rushd, que nous appelons nous Averroès. Averroès, qui est né à Cordoue en 1126 et mort à Marrakech en 1198. Eh bien, c'est justement à Marrakech que nous allons aller tout à l'heure avec Vanessa Zah et Lorena Martin, histoire de commencer le week-end en douceur. En ce jour de février 1171, à Séville, Averroès, donc Ibn Rushd, nous l'appellerons Averroès évidemment, il faut l'imaginer habillé assez simplement avec son turban, il est assez tendu, sa démarche est mal assurée. Dans quelques instants, il va rencontrer le calife qui l'a convoqué, Abou Yacoub Youssouf. Le calife vient d'arriver à Séville à la tête d'une immense flotte. L'émir des croyants est alors engagé dans la restauration de son autorité et le rétablissement de l'ordre. Sa dynastie, les Almohades, n'a pris pied en Andalousie que depuis une vingtaine d'années et les tensions sont nombreuses entre les Arabes et les Berbères, alors que les rois chrétiens ont bien l'intention de reconquérir les territoires perdus. Le calife doit lutter contre ses frères récalcitrants, et surtout il doit faire face à son pire ennemi, Muhammad ibn Mardanis, un ancien officier de l'armée almoravide, qui a prêté allégeance au califat de Bagdad et qui a établi la capitale d'un nouvel émirat, n'hésitant pas à faire alliance avec des rois chrétiens. Il a même recruté des soldats dans ses rangs. Même si les deux hommes se connaissent, Averroès résidait à Séville quelques années plus tôt, alors que Abou Yacoub Youssouf était gouverneur de Séville. Même si ces deux hommes se connaissent, on peut dire que Averroès est assez impressionné. Salah ibn Rushd, s'exclame le calife en posant sa main droite sur son cœur. Il s'avance vers Averroès, il lui donne l'accolade, il l'invite à s'asseoir, il lui présente son frère. Tous les deux ont l'intention de donner l'assaut sur ce nouveau royaume dont je vous parlais, sur Murcie, où est retranché Ibn Mardanis. Puis ils vont lancer une expédition contre le roi de Portugal. L'échange va durer un petit peu plus de 2 heures. Et le calife va se montrer à cette occasion-là plein de respect pour Averroès et manifester une véritable soif de connaissance. C'est le frère du calife qui prend la parole. Le commandeur des croyants est tellement avide d'apprendre qu'il lui arrive de louer sans mesure des gens qui ne se sont pas encore signalés par leurs œuvres ou leurs talents et de les placer sous sa protection. Et le calife dit quoi d'étonnant à aller vers un homme capable pour l'élever. Ce qui est dépourvu de sens, c'est de louer un mort. Il faut encourager les vivants qui montrent des dispositions. Et puis, est-ce de la protection que de venir en aide à un ami qui en est digne ? C'est une évidence. Son droit est trop clair, trop solide pour avoir besoin d'aide. Non, ce n'est qu'à propos d'un homme sans consistance qu'on peut parler de protection. Autrement dit, je ne fais jamais que ce qui est juste. Une vraie proximité s'établit donc entre le calife et Averroès. Et cette proximité, elle ne doit rien au hasard. Averroès est cadi de Séville depuis 2 ans. Il s'agit du premier poste officiel attesté à son sujet. Avant, on ne l'avait jamais vu dans des positions comme celle-là. Le cadi est un juge de formation religieuse qui a en charge d'appliquer la loi. En termes d'islam, le juridique et le religieux ne sont pas séparés. Vous savez, c'est la charia. Averroès suit la tradition familiale. Son père et son grand-père sont également cadis. Enfin, il l'avait été, donc lui-même s'inscrit dans cette lignée-là. Son grand-père a même été juge suprême, c'est-à-dire chef hiérarchique des cadis de la province d'Al-Andalus. Le détenteur de ce titre peut nommer des juges, il peut les contrôler, il lui arrive même de les révoquer. Il a également été chargé de diriger la prière dans la grande mosquée, d'assurer le sermon de l'office du vendredi. Dans ce contexte, donc rien de surprenant à ce qu'Averroès se soit intéressé au droit canonique, à la jurisprudence. Il l'a fait depuis son plus jeune âge, il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Seulement, cet homme-là n'est pas seulement un juge, n'est pas seulement un docteur. Il est docteur au sens médical également. C'est un médecin. Être à la fois juriste et médecin, ce n'est quand même pas très fréquent. Il est aussi philosophe. Il se passionne pour l'astronomie. Il connaît la physique sur le bout des doigts. Bref, nous sommes en présence d'un esprit universel qui pourrait faire songer à un autre grand savant dans la Perse, à peu près de la même époque, un tout petit peu plus tôt. C'était Ibn Sina, que nous appelons Avicenne. Dominique Urvois, dans Averroès, les ambitions d'un intellectuel musulman, nous dit «
Le catalogue des œuvres d'Averroès est extrêmement varié et couvre des domaines à la fois spécifiquement arabes, comme la poésie et la grammaire, ou islamiques, et ceux qui reposent sur un savoir étranger, grec mais aussi persan, voire indien, comme la physique, la botanique, la zoologie, l'astronomie, et surtout la médecine et la philosophie. Dans ces derniers, donc médecine et philosophie, les seules matières importantes qui lui échappent sont la musique, qui est alors une science, et la chimie, non encore affranchie de l'alchimie. C'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu considéré comme la même chose. Depuis qu'il s'occupe de la justice à Séville, depuis qu'il est cadi, Averroès a moins de temps pour écrire. Il demande même au lecteur de lui pardonner des erreurs éventuelles dans ses textes parce qu'il n'a plus le temps d'y consacrer tout le travail nécessaire. Un peu à l'exemple de Cordoue. Cordoue, c'est la ville de naissance d'Averroès, nous dit Gilbert Sinoué. Séville était faite, elle aussi, d'une juxtaposition de visages, de mots et d'odeurs, de lambeaux d'autres villes possibles. Comme à Cordoue, il existait un quartier pour les Juifs. Les tanneurs et les potiers avaient le leur à l'extérieur des murailles. Chaque métier disposait d'une rue ou d'un souk qui en portait le nom. Parcheminier, marchand de livres, chaisier, boisselier, tailleur, fripier, femmes des maisons closes. À l'est de la grande mosquée, on trouvait les boutiques des marchands opulents et les dépôts de soie, vastes bâtiments de plusieurs étages qui donnaient sur un patio entouré de galeries et dont les pièces supérieures servaient d'hébergement aux voyageurs et cachaient aussi parfois des maisons de mauvaise vie. En fait, Séville offrait une opulence qui était quelque peu absente à Cordoue. Rien d'étonnant à cela, puisque à peine débarqués du Maghreb, les Almohades avaient décidé d'en faire leur capitale. Moins de 2 ans après sa nomination, donc à Séville, Averroès va être nommé cadi de Cordoue au cours de l'année 1171. Il retourne donc dans sa ville natale, celle où il avait donc vu le jour quelques 45 ans plus tôt. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, en ce vendredi, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Averroès. Vous nous racontez une partie de sa vie, ce médecin, philosophe, juriste que nous suivons. Alors en 1171, il est nommé cadi de Cordoue, ça on vient de le vivre avec vous. Cordoue est une ville musulmane. Alors pour qu'on se rende... en plein dans l'Andalouse, c'est ça. Bien sûr, hein. Alors pour qu'on se rende bien compte des choses, à l'époque, à quoi ressemble le bassin méditerranéen ? C'est l'affrontement entre Orient et Occident, si vous voulez, entre islam et chrétienté. L'Empire byzantin est en plein déclin dans ce XIIe siècle. Il va subir, vous savez que Byzance, enfin Constantinople, va subir en 1204 une mise à sac terrible. Au cours du XIIe siècle, alors que le monde musulman est morcelé, échappant à l'autorité du calife de Damas, des États ont été créés à Bagdad, en Égypte, et puis donc en Espagne, en Andalousie. Pendant ce temps, quand je dis en Andalousie, à l'époque, le califat hispanique est très important, bien entendu. Pendant ce temps, depuis la première croisade, l'Occident est en train de gagner du terrain, et en Espagne, on voit progressivement la reconquête chrétienne sur les terres islamiques, hein, ce qu'on appelle la reconquista. Ça ne se fait pas en douceur, c'est le moins qu'on puisse dire. Tolède est reprise par les chrétiens en 1085 et l'Andalousie se retrouve donc complètement déchirée par tous ces affrontements. Donc, Averroès est cadi de Cordoue, une ville de savoir, une ville particulièrement raffinée. N'oubliez pas que Sénèque était né à Cordoue, mais aussi le théologien Ibn al-Hazm, qui était un des grands docteurs de la foi islamique, et puis le poète Ibn Kuzman. La ville compte 70 bibliothèques à l'époque. Elle est un des phares de la pensée, hein, disons les choses. Est-ce bien une ville que ce labyrinthe de langues et de sons, de peaux brunes et blanches, demande Gilbert Sinoué, cette juxtaposition de visages, de mots, d'odeurs, de lambeaux d'autres villes possibles, terre métisse ou chrétiens et juifs. Les gens du livre parlent et écrivent en arabe sans avoir jamais oublié leur propre langue, où personne, pas même les plus nobles parmi les nobles, ceux dont le lignage remonte aux tribus premières, ne peut se targuer d'une pureté de sang. Sans doute est-ce ce brassage qui nous a permis d'être une passerelle entre Orient et Occident.
Tout autour de la Médina, on comptait jusqu'à 21 faubourgs et chacun d'entre eux avait ses propres murailles, ses bains publics, sa mosquée, son souk. Le plus célèbre se trouvait sur la rive gauche de la grande rivière. Alors quand Averroès prend ses nouvelles fonctions, la ville vient d'être frappée par un tremblement de terre. Je n'habitais pas alors à Cordoue, écrit Averroès, mais j'y vins par la suite, j'entendis les bruits qui précèdent le tremblement de terre et les gens croyaient que ces bruits venaient des quartiers ouest. Ces tremblements de terre durèrent à Cordoue environ 1 an peut-être et ils ne cessèrent pas avant 3 ans approximativement. Après quelques années à Cordoue, Averroès est nommé cadi de Séville. La ville a bien changé. Construction, fondation dans les fortifications extérieures, arsenaux, aqueducs, jardins d'arbres fruitiers. L'ancienne mosquée principale est remplacée par un nouvel édifice. La ville compte à ce moment-là plus de 80 000 habitants. Et puis donc, il est nommé grand cadi de Cordoue. Il passe son temps entre ces deux grandes cités, en fait. Il continue de travailler sur ses textes, sur sa pensée. Il compose notamment un commentaire de la République de Platon. Un récit qui est rapporté par un chroniqueur arabe met en scène une entrevue entre Averroès, le calife et son médecin personnel, qui s'appelle Ibn Tufail. Ibn Tufail se mit à faire mon éloge, parla de ma famille et de mes ancêtres et voulut bien, par bonté, ajouter à cela des choses que j'étais loin de mériter. Le prince des croyants, après m'avoir d'abord demandé mon nom, celui de mon père et celui de ma famille, m'adressa de prime abord ces paroles. Quelle est l'opinion des philosophes à l'égard du ciel? Le croit-il éternel ou créé? Saisi de confusion et de peur, j'éludai la question et je niais m'être occupé de philosophie car je ne savais pas ce qu'Ibn Tufail lui avait affirmé à cet égard. Le prince des croyants, s'étant aperçu de ma frayeur et de ma confusion, se tourna vers Ibn Tufail et se mit à parler sur la question qu'il m'avait posée. Il rappela ce qu'avaient dit Aristote, Platon et tous les philosophes et cita en même temps les arguments allégués contre eux par les musulmans. Je remarquai en lui une vaste érudition que je n'aurais même pas soupçonnée dans aucun de ceux qui s'occupent de cette matière et qui lui consacrent tout leur loisir. Il fit tout pour me mettre à l'aise, de sorte que je finis par parler et qu'il sut ce que je possédais de cette science. Après l'avoir quitté, je reçus par son ordre un cadeau en argent, une magnifique pelisse d'honneur et une monture. Vous voyez l'ouverture d'esprit assez extraordinaire de ce calife qui est capable de disserter aussi bien de foi musulmane que de philosophie grecque et qui visiblement s'y connaît suffisamment dans cette matière pour disputer avec des gens qui sont censés la maîtriser. L'ascension de notre Averroès ne va pas s'arrêter là. Ibn Tufail estime qu'à bientôt 77 ans, il est temps de passer la main. Il souhaite qu'Averroès lui succède au poste de médecin personnel du calife, ce qui vous montre quand même l'ampleur de ses compétences dans ce domaine aussi. Et après quelques hésitations, Averroès va finir par accepter. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à professer, à écrire. Le calife doit livrer bataille contre les chrétiens. Les Castillans et les Portugais menacent la région de Séville. On est toujours dans cette période de la Reconquista, bien entendu. Et la riposte a d'abord été navale avec une grande victoire de la flotte, sur la flotte portugaise. Une victoire qui néanmoins ne suffit pas à inverser le rapport de force. Abou Yacoub Youssouf va rassembler une armée très importante pour attaquer justement le Portugal et en juillet 1184, il décide de déplacer presque toute son armée au nord-ouest de Santarém, dans le centre du pays. Les troupes ennemies avec plus de 20 000 hommes sont signalées, le calife ordonne le repli, mais l'un de ses généraux ne va pas suivre ses ordres, il prend une autre direction et à ce moment, l'armée chrétienne va s'abattre sur ce qu'il reste de troupes à la disposition du calife, qui refuse de battre en retraite. Le mince détachement trouve refuge là où il peut, et soudain, une flèche va traverser la tente où se trouve le calife et se loger dans le pli de laine gauche du souverain. Averroès arrache la flèche en question, il pose des compresses de coton sur la plaie pour essayer de freiner l'hémorragie, ça n'est pas suffisant. Il va devoir procéder à une suture, évacuer le chef au plus vite. Il est placé, le calife est placé sur une civière, on lui fait traverser un fleuve et est transporté vers une maison de village où il va mourir des suites de ses blessures et c'est son fils Al-Mansour qui lui succède. Voilà ce que nous dit Miranda, qui a beaucoup travaillé, Ambrosio Wissi Miranda, qui a beaucoup travaillé sur cette époque. Éloquent et prompt à la riposte, il dominait de sa vigilance toutes les parties de son royaume. Il nous parle de ce fameux Al-Mansour. Il était courageux,
le premier à l'attaque et de grande sévérité avec ses ennemis. Le mérite d'aucun de ses hommes ne lui échappait, ni les affaires de ses subordonnés lui étaient cachées. Personne ne se risquait à le tromper. Averroès ne le sait pas encore, mais ses relations avec ce nouveau patron, avec ce nouveau chef, avec ce calife, vont bientôt se compliquer considérablement. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Averroès, ce théologien, juriste, médecin musulman, médecin du calife qui vient d'être tué par une flèche. Son fils le remplace et ça ne se passe pas si bien que ça pour Averroès. Non, parce que sous la pression de la Reconquista, le pouvoir est constamment mis en cause. Vous savez, le nouveau calife doit faire face à toutes sortes de révoltes, à des complots. Alors évidemment, lui réagit, il y a des condamnations à mort. Il doit pendant ce temps-là continuer à combattre les Castillans d'un côté, les Portugais. Il lance plusieurs campagnes militaires contre des rois du voisinage, ce qui va l'obliger à se replier à Marrakech. Le nouveau calife se révèle également protecteur des arts. De ce point de vue, il est vraiment bien le digne fils de son père. Et au lendemain de son intronisation, il charge un architecte originaire de Tolède d'accoler un gigantesque minaret à la grande mosquée de Séville. Dans un premier temps, Averroès va essayer d'entretenir avec cet Al-Mansour de bons rapports. Lorsque le calife fait construire une académie, qu'il y invite de nombreux savants, etc., Averroès est heureux. Il est là qui conseille, qui oriente le nouveau calife. Il continue à travailler, lui, de son côté, et se consacre beaucoup à la médecine et à la philosophie. C'est un homme de plus en plus fatigué, Averroès. Il a dépassé la soixantaine, son arthrite chronique aux mains et aux pieds s'intensifie, mais pendant ce temps, le sultan décide de condamner ceux dont les écrits sont jugés blasphématoires. Là, les choses vont se corser. Au printemps 1197 est promulgué un édit d'interdiction d'étudier la philosophie et la science des anciens, c'est-à-dire tout ce qui est grec en gros. Et le calife va finir par condamner Averroès lui-même, qui est déchu de son poste de grand cadi de Cordoue. À 72 ans, on voit donc Averroès obligé de quitter Marrakech. Il est assigné en exil à Lucena, qui est une petite ville située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Cordoue et qui a été beaucoup peuplée autrefois par des juifs. L'interdiction par les Almohades des religions autres que l'islam dans leur empire a provoqué évidemment le grand déclin de cette petite ville. La maison d'Averroès est constamment menacée. Il est gardé à résidence, disons-le, il est assigné à résidence. La relégation à cet endroit est doublement humiliante, nous dit Dominique Urvois. Elle assimile le condamné au reste de la population, d'après ce qu'on a dit, qu'il était d'origine juive et qu'on ne lui connaissait pas d'origine parmi les tribus d'Al-Andalus. Donc on remet en cause ses origines même. Quant aux habitants, ils ne peuvent que voir d'un mauvais œil celui qui sert ainsi à les noter d'infamie. Ces livres et les manuscrits ont été retirés de toutes les bibliothèques pour être brûlés sur des places publiques. C'est une fin de vie vraiment triste, évidemment, pour Averroès. Et après 10 mois, on est là en septembre 98, le calife exige néanmoins son retour à Marrakech. Que voulez-vous qu'il fasse? De toute façon, il n'a pas le temps, il n'a pas la possibilité de s'y opposer. Averroès va rentrer à Marrakech sans être pour autant rétabli dans ses fonctions. Le calife lui fait une sorte d'excuse, lui demande de le pardonner et Averroès, en réponse, va simplement porter la main à son cœur. Il meurt quelques semaines plus tard, en décembre 1198, il avait 72 ans. Il est enterré à Marrakech et puis 3 mois après, sa dépouille sera exhumée pour être transportée à Cordoue. Cordoue, la terre de ses ancêtres. À sa mort, Averroès laisse quelques 15 ouvrages philosophiques, autant d'ouvrages sur la médecine, 4 recueils de théologie, une dizaine d'ouvrages de jurisprudence, 4 ouvrages d'astronomie et 2 sur la grammaire. Oui, je vous le disais, nous sommes en présence d'un esprit universel. Bonjour Gilbert Sinoué. Bonjour Franck Ferrand. Quelle figure que cet Averroès. Vous aviez, il y a de nombreuses années maintenant, consacré un très bel ouvrage sur la route d'Ispahan, Avicenne, penseur universel, extraordinaire point de liaison, trait d'union entre la pensée grecque et la pensée islamique, on ne peut pas dire arabe puisque lui était persan. Avec Averroès, c'est la philosophie d'Aristote qui va entrer d'abord en Espagne et puis bientôt dans tout l'Occident. Oui, d'ailleurs c'était en travaillant sur Avicenne il y a bien longtemps que j'ai rencontré Averroès, mais j'ai longtemps hésité à écrire une biographie, fût-elle romancée,
tant on sait vraiment peu de choses sur le personnage. On sait sa naissance à Cordoue, on sait sa mort, on sait qu'il a été cadi, comme vous l'avez précisé, et puis grand cadi, qui est une sorte de ministre de la Justice quand même. Mais finalement, on a supposé qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants. Non, ce qu'on sait d'Averroès, on le sait par ses ouvrages. Ses écrits. On connaît sa pensée plus que sa vie d'une certaine manière. Je me rappelle un film de Youssef Chahine qui s'appelle Le Destin, qui donnait d'Averroès une image assez sympathique. Moi, ça m'avait donné envie d'approfondir la question. On peut recommander ce film à nos auditeurs. Oui, ça permet d'avoir un aperçu. Bien sûr, c'est extrêmement romancé par définition. Mais bon, ça permet de comprendre qu'en fait, cet homme a révolutionné totalement son époque et provoqué un véritable séisme, on oublie de le dire, dans le monde chrétien. Ces trois idées majeures ont été un véritable choc. Alors, nous avons fait à peu près le tour des éléments biographiques dont nous disposons sur Averroès. Maintenant, c'est la pensée de cet homme-là. Et c'est son importance sur un plan philosophique que nous allons tenter de cerner. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire du philosophe, théologien, juriste, médecin musulman andalou Averroès, et nous allons plus loin, nous allons apprendre à le connaître grâce à votre invité. Franck, vous recevez l'écrivain Gilbert Sinoué, il est l'auteur d'Averroès ou le secrétaire du diable paru chez Fayard. Nous avons bien connu ça dans nos pays occidentaux, Gilbert Sinoué. Lorsque vous êtes entre guillemets philosophe, dans un état théocratique, dans un état qui met en avant la religion, il faut gérer cette espèce de divorce, de complication entre foi et raison. Est-ce que la raison, la libre pensée à partir des auteurs de l'Antiquité, auteurs réputés païens, peut s'imposer face au dogme et à la théologie? C'est une grande question, ça, dans l'Andalousie arabe. Et figurez-vous que c'est aujourd'hui encore la grande question dans le monde musulman. Oui, d'ailleurs. Les théologiens de l'époque et les théologiens musulmans d'aujourd'hui vous disent la foi prime sur la raison. À quoi Averroès répond non. La raison prime sur la foi. Et il ajoute, et les deux ne sont d'ailleurs pas incompatibles puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité. Mais tout le débat est là. C'est-à-dire qu'Averroès s'appuie sur la logique pour aborder la foi. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il met la raison au-dessus de la foi ? Mais absolument. Il estime qu'on peut débattre de la foi, qu'on peut débattre des textes, et que surtout les textes ne deviennent pas des prétextes quand ils sont mal enseignés. Donc c'est ça son avancée majeure. La raison, la logique doit primer sur la foi. Oui. C'est l'un des enseignements les plus forts. Nous sommes au XIIe siècle quand même. Hein. Bon. Le deuxième élément... Nous sommes au XIIe siècle dans un État arabe qui s'est coupé des califats d'Orient. Absolument. Et qui est en train de lutter contre des royaumes chrétiens qui grignotent peu à peu son territoire. Oui. Donc tout ça, est quand même, ce ne sont pas de bonnes conditions, si je puis dire. C'est de très mauvaises conditions. D'ailleurs, qui s'achèveront en 1492, au moment où Isabelle, la chute de Grenade, va carrément expulser les Juifs et les Arabes plus tard. Il faut savoir que Averroès arrive avec des pensées aristotéliciennes, puisqu'il va s'appuyer sur Aristote, il va devenir son grand commentateur, et il va développer entre autres des idées révolutionnaires comme celle où il affirme « le monde n'a pas été créé ». Alors, grand silence lorsqu'on écoute cette affirmation, le monde n'a pas été créé. Le pape de l'époque a failli avoir une crise cardiaque, saint Thomas d'Aquin une rougeole, et les théologiens musulmans étaient affolés. Comment le monde n'a pas été créé? S'il n'a pas été créé, donc Dieu n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de créateur. Oui, mais Averroès développe en disant « Dieu ne réfléchit pas comme vous et moi. Dieu n'a pas la même vision des choses. Le monde existe parce que Dieu existe. Il n'y a pas de création dans le sens où on l'entend. » Bon, ça paraît banal quand on développe cette idée, mais c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que Adam et Ève, le paradis, les 6 jours de la création, le serpent, tout ça disparaît. Donc, il y a chez Averroès la volonté de traduire Aristote, non seulement au sens propre, mais au sens figuré, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle actualité, une nouvelle traduction dans un monde musulman. Absolument. C'est-à-dire que le drame d'Aristote
d'Averroès, c'est sa passion pour le traité de l'âme, entre autres, d'Aristote, et on lui a quand même commandé cette œuvre. On a demandé, le calife lui a dit « Je ne comprends pas Aristote, j'ai beau le lire, le relire, veux-tu me le commenter ?» Alors il va donc écrire ce qu'on appelait le petit commentaire, le moyen commentaire, le grand commentaire, mais il va tellement s'impliquer qu'il va transmettre aussi sa vision. Et c'est ça qui lui vaudra tous les ennuis du monde. Donc voilà, en fait, ce qui a provoqué en quelque sorte la chute d'Averroès, c'est sa manière d'aborder la religion. Oui. L'âme, pour lui, est une âme collective. Ah ben là, c'est encore un grand scandale. Il dit, comme Aristote d'ailleurs, l'âme personnelle n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Franck Ferrand n'a pas une âme personnelle, que Gilbert n'a pas une âme personnelle, etc. Non. Nous faisons partie d'un monde global et lorsque nous naissons, un morceau, une étincelle divine que les Grecs appelaient l'anima, ce qui nous fait réfléchir, l'intellect, la pensée, entre en nous à notre naissance, puis à notre mort, elle regagne le cosmos, l'univers. En fait, c'est une pensée tout à fait révolutionnaire et que Spinoza va reprendre beaucoup plus tard. L'âme personnelle n'est donc qu'une illusion, en quelque sorte. Elle est une illusion, en quelque sorte, et il va beaucoup plus loin, parce que, tant qu'à faire, il faut aller jusqu'au bout. Il dit « Dieu ne s'intéresse pas au singulier ». Et voilà. Et ça, c'est encore énorme. Ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos petites vies. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement dernier, qu'il n'y a plus d'enfer et de paradis, qu'il n'y a plus... Exactement, il n'y a donc plus d'enfer, plus de paradis, et Dieu s'intéresse à l'ordre du monde, mais il ne s'intéresse pas à la vie de tout un chacun. Donc vous vous imaginez des pensées comme celle-ci, qui même aujourd'hui encore, peuvent provoquer des révolutions intérieures. Alors l'Église ou extérieures d'ailleurs. Ou extérieures. Alors l'Église, quand le mouvement avéroïste a commencé, les livres d'Averroès, on le rappelait tout à l'heure, ont été traduits par des Juifs de l'arabe au latin. Et un des ouvrages d'Averroès, fondamental, le grand commentaire d'Aristote, a été traduit en arabe par un Écossais qui était à la cour de Frédéric II. Cet ouvrage est arrivé en France. Et l'Université de Paris en a pris connaissance. Et là, imaginez le tumulte. Oh là là, mais oui. Et il s'est créé un mouvement avéroïste au cœur de l'Université de Paris, la Sorbonne. Et là, l'Église s'est affolée. Là, c'est la version chrétienne d'une pensée musulmane elle-même fondée sur la pensée d'Aristote. Absolument, fondée sur l'héritage grec que, précisons-le, l'Occident avait à ce moment-là un peu oublié, relégué aux oubliettes. Donc, on a l'héritage grec qui déboule à la Sorbonne et des pensées totalement révolutionnaires. Donc, le premier à s'affoler, c'est saint Thomas d'Aquin qui va prendre sa plume rageuse et qui va écrire un livre à l'arsenic contre Averroès où il démolit toute la pensée d'Averroès. Et l'évêque de Paris va menacer de bûcher carrément tous ceux qui s'intéresseront ou qui liront Aristote. Donc vous imaginez un peu, on pense souvent qu'Averroès a troublé, choqué le monde musulman, mais il a aussi terriblement choqué le monde occidental. Il faut savoir que par la suite, Dante, dans sa Divine Comédie, bien sûr, oui, est très indulgent à son égard. Assez peu de temps après, d'ailleurs. Bien sûr. Indulgent à son égard, ne va pas le mettre en enfer dans sa Divine Comédie, va le reléguer au purgatoire en attendant d'aller brûler en enfer. Bon, c'est vous dire à quel point l'impact d'Averroès a été énorme à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire d'Averroès que sa pensée est doublement hérétique, d'une certaine manière ? Oui et non, parce qu'à ce moment-là, la pensée de Spinoza l'est aussi. D'ailleurs, à ce sujet, le titre de la biographie, le sous-titre, c'est « Le secrétaire du diable ». Oui. Or, c'est pas un hasard, c'est que quand Spinoza, 500 ans plus tard, va récupérer en quelque sorte et développer les pensées d'Averroès, la communauté juive des Pays-Bas va, elle aussi, mettre Spinoza au banc de la communauté et va l'accuser d'être le secrétaire du diable. Et ça m'a beaucoup amusé de prendre donc les deux titres et de les marier. Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Averroès cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité Franck, vous recevez l'écrivain Gilbert Sinoué. Il est l'auteur d'Averroès ou le secrétaire du diable, paru chez Fayard. Et comme souvent, ce qui se dit dans les interludes est aussi assez intéressant. Et c'est vrai, vous avez raison Gilbert de souligner la dimension très actuelle du débat que nous évoquons ce matin. Absolument. Vous savez, Averroès, parmi tout ce qu'il a pu écrire et dire, a prononcé quelque chose d'assez troublant. Il dit « Vous ne pouvez pas enseigner la religion à tout le monde de la même manière ». C'est un peu choquant. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont aptes à la recevoir et à la comprendre, et voire à la discuter. Et à la discuter, donc l'élite, et ce qu'il appelle les gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas été formés. Ceux-là, on ne peut pas leur expliquer la religion exactement de la même manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous vivons, vous avez des pirates, moi j'appelle ça des pirates de l'islam, qui interprètent la religion parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas été amenés à être éduqués à la comprendre. Et c'est ça qui provoque aujourd'hui les dérives dans lesquelles nous vivons. Un homme comme Averroès ne tiendrait pas 48 heures dans ce monde. Il a quand même assez mal tenu. Il a été particulièrement maltraité à la fin de sa vie. Sous le califat d'Al-Mansour, ça ne plaisante plus, si je puis dire. Mais écoutez, ce qui est très curieux, c'est que les Almohades, qui avaient succédé aux Almoravides, étaient des intégristes avant l'heure. Quand ils ont débarqué en Andalousie, ils ont interdit la musique, etc., la philosophie, entre autres. Mais ils ont laissé la porte entrebâillée progressivement à la philosophie. La preuve, c'est qu'Al-Mansour propose à Averroès de parler d'Aristote. Mais Averroès a triché. Il a triché durant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a longtemps louvoyé, baisé la main du puissant. Mais en même temps, c'était un peu son rôle. Il était cadi, puis grand cadi, c'est-à-dire qu'il était une sorte de juge, puis, comme vous le disiez, une sorte de garde des sceaux. Il faisait partie de la cour, quand même. Oui, mais il aurait pu très bien aller très loin dans la rébellion et afficher des idées au grand jour, etc. Or, il estimait que ce qui compte, ce n'est pas le créateur, c'est la création. Et lui, il lui fallait écrire, laisser un héritage sans doute, transmettre, peu importe les concessions. C'était ça son idée première. Et je pense que c'est grâce à cela qu'il a réussi à rester assez vivant, qui n'a pas été torturé, emprisonné, etc. Il a été envoyé en résidence à Lucena. Il a quand même fait preuve d'une relative modération dans son manque de sagesse. Absolument. Il meurt dans des conditions un peu terribles. On ne parle là que du philosophe et un peu de l'homme de cour, et de cour à tous les sens du terme. Il faudrait dire qu'il a été, nous l'avons dit tout à l'heure, mais il a été un véritable astronome, il a été un mathématicien, il a fait beaucoup de choses, et puis un médecin. Alors ça, c'est la partie la plus inouïe, celle qui nous fait penser à Avicenne, justement. Il soignait le calife et ses proches. Il soignait le calife, il soignait les gens en règle générale, en s'appuyant évidemment sur les fameux canons de la médecine, cette œuvre majeure écrite en l'an 1000 par Avicenne, 5 volumes, et c'est ces 5 volumes qui ont servi à tous les médecins qui ont succédé à Avicenne. Il faut savoir que la médecine arabe à cette époque-là, je sais que il est de bon augure en ce moment de dire que l'Andalousie, c'était pas le paradis, c'était l'horreur, etc. N'en demeure pas moins qu'il en est sorti des choses formidables, que la médecine de l'époque arabe était avancée de manière absolument extraordinaire, que les premières opérations de la cataracte sont intervenues, que des médecins comme Razi ont envisagé la trachéotomie, et Averroès était imprégné de ses maîtres. Et il a été lui-même un fondateur d'école médicale. Il a fait avancer la médecine ? Non, aucunement. Il a pratiqué dans le sens noble du terme. Là, il serait trop long d'en débattre, mais il a abordé aussi les pensées d'Hippocrate, qui laissait entendre qu'il valait mieux parfois ne pas soigner un cancer et le laisser mûrir plutôt que d'intervenir sous peine de le voir s'enflammer. En fait, que de résonance et que d'écho dans notre... Absolument. C'est assez étonnant. Votre ouvrage nous raconte un Averroès que vous avez imaginé à partir de tous les éléments dont nous disposons. Ils sont relativement faibles, les éléments sur un plan biographique. Il faut dire qu'après la Reconquista, il y a eu quand même un sacré saccage dans les archives, etc. Oh oui. Ça n'a pas été... Le corps d'Averroès a été profané à Cordoue ? Non. Il est mort à Marrakech et on a transporté son corps 3 mois plus tard. À Cordoue, oui. À Cordoue, il a été enterré et voilà.
mais à ma connaissance, il n'a jamais été profané. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nombre de ces ouvrages restent encore à traduire en français et surtout en arabe. Il est pratiquement banni, pratiquement, hein. Le mot d'Averroès se prononce difficilement aujourd'hui dans les universités arabes, sauf au Maroc où il y a un regain d'intérêt pour Averroès, un grand regain d'intérêt. Eh bien, c'est au Maroc, justement, que nous allons partir dans un instant. En compagnie de Vanessa Zaza, nous allons retrouver Vanessa à Marrakech, qui est la ville où Averroès a laissé la vie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et dans cette émission consacrée à Averroès, il est temps de voyager maintenant. Alors on va voyager au sens propre du terme, mais on va voyager dans le temps aussi, puisque nous allons découvrir Marrakech au XIIe siècle, grâce à Vanessa Zaza, qui est chroniqueuse tourisme et que vous retrouverez dès demain matin aux côtés de Wendy Bouchard sur Europe 1. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. Vous permettez que je demande à Gilbert Sinoué de nous expliquer en deux mots ce que vient faire Marrakech dans cette affaire. C'était devenu la capitale, en fait de... C'était la capitale du futur empire, absolument. Oui. C'est là que les décisions se prenaient, c'est là que le calife régnait, c'était le point central. Les Almohades se trouvent d'abord à Marrakech de 1147 à 1269 et la mort d'Averroès c'est 1198 pour resituer, notamment pour ceux qui nous rejoindraient en cours. Alors qu'est-ce que vous nous faites visiter parmi toutes les merveilles de Marrakech? Car il y en a beaucoup. Donc je vais essayer moi de me centrer justement sur toutes ces monuments qui datent de cette époque, donc des Almohades. Alors il y a un monument qui est extrêmement important, qui est un symbole aussi politique et religieux très très fort, c'est le minaret de la Koutoubia. Voilà, c'est un monument en phare, un monument d'ailleurs qui a servi de modèle à la Giralda donc de Séville, et puis aussi à Rabat à la tour Hassan. Alors en fait, quand les Almohades s'emparent de Marrakech, donc en 1147, ils détruisent donc tous les palais almoravides et surtout la mosquée centrale, parce que selon eux, son orientation n'était pas correcte. Donc c'était vraiment une décision en fait politique, parce que depuis l'arrivée des premiers Arabes dans les régions du Maghreb, les prières étaient dirigées vers le sud et non vers l'est en direction de la Mecque. Et donc cette orientation qui avait été choisie donc par l'almoravide Ali Ben Youssef avait provoqué un grand mécontentement. Et donc les Almohades s'en sont servis pour en tirer un parti, pour mettre les Berbères de leur côté. Et ils ont choisi donc ce prétexte aussi donc pour construire à eux leur mosquée avec ce minaret. La Koutoubia. La Koutoubia, c'est la mosquée, la Koutoubia, la mosquée des libraires, parce qu'à l'époque, au XIIe siècle, tout autour de cette mosquée, on disait que c'était un des plus grands marchés de livres au monde. Il y avait eu presque 200 donc bouquinistes. Voilà. Très haut le minaret. Hein. Très très haut, 70 mètres jusqu'à la flèche. Hein. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la hauteur des flèches de Notre-Dame. Et puis il y a quelque chose d'assez intéressant puisque à son sommet il y a un lanternon qui est surmonté de 4 boules dorées. Et la légende dit qu'elles sont d'or pur et que c'est l'influence des planètes qui leur permettrait de tenir en équilibre. Voilà. Elles ne tiennent que par la grâce des planètes. C'est une belle idée, hein, une belle histoire. D'ailleurs, le mot Koutoubia vient du mot Koutoub, qui veut dire en arabe livre, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est la librairie, d'une certaine manière. Alors, cette mosquée, à quoi ressemble-t-elle en dehors du minaret? Parce que pour l'instant, on a parlé de la tour. Mais en fait, donc c'est une. Bon, en plus, déjà, la tour est assez simple, la mosquée est assez simple. On n'est pas du tout dans un style chargé andalou. Hein, donc voilà. Alors, bon, évidemment, on ne peut pas rentrer. Hein, on ne peut pas la visiter puisqu'elle est réservée aux musulmans. Mais il faut imaginer une mosquée très large, peu profonde, avec 17 nefs qui sont perpendiculaires en fait à ce fameux mur vers lequel les fidèles en fait se tournent pour la prière. Et alors, en 1950, des fouilles ont été faites et elles ont révélé un mécanisme assez ingénieux dans le sol qui permettait de faire monter et de faire disparaître des parois de telle sorte que ça crée un espace privé au sultan face donc au mihrab. Alors juste derrière cette Koutoubia, il y a les jardins de la Ménara.
Ça fait partie des belles choses à Des voir. très jolies choses à voir. Donc Grande Oliveraie, en fait. Grande Oliveraie avec un superbe bassin et puis avec un pavillon. C'est un endroit qui a suscité aussi beaucoup de légendes. On dit à la base que le bassin aurait été construit au XIIe siècle pour que les soldats almohades apprennent à nager. C'était la piscine olympique de l'époque. Exactement, pour se préparer à rejoindre Al-Andalus en traversant donc la Méditerranée à la nage. Après, on a murmuré que le bassin serait construit là où le sultan Abou Bakarim Omar, je suis désolée pour la prononciation, aurait enterré ses butins. On va dire le sultan Omar. Le sultan Omar, hein. Voilà, lors des croisades islamiques. Et puis une dernière qui, n'appartient pas au XIIe siècle, mais au XVIIe siècle, et moi qui est ma préférée. Ce jardin servait au rendez-vous galant du sultan Moulay Ismail, et selon la légende, il noyait l'élu du soir dans les eaux du bassin au lever du jour. Ah, elle était noyée. Ouais, elle était noyée. Et pourquoi donc? Pour faire disparaître les traces de ses maîtresses. Oh là là, mais et c'est qu'elles terrible ce que vous n'appartiennent nous qu'à racontez. lui. Là, c'est carrément la nuit du sérail cette fois. Exactement. Alors, on a parlé d'Al-Mansour, de ce grand calife avec lequel le moins qu'on puisse dire est qu'Averroès a eu du fil à retordre. Il y a une mosquée d'Al-Mansour dans la Médina de Marrakech. Dans la Médina qu'on remarque, parce que avec le haut de son minaret en fait est orné de lacets, d'entrelacets, donc vert assez turquoise, et donc elle date donc à peu près donc de la même période que de la Koutoubia. Donc elle était construite entre 1185 et 1190. C'est la mosquée des Pommes d'Or. Exactement, la mosquée des Pommes d'Or. Alors pourquoi? Parce que les boules de sa lanterne auraient été réalisées avec l'or des bijoux donc de l'épouse de Yacoub. C'était une manière pour elle d'expier sa faute, et sa faute, c'était d'avoir rompu trop tôt le jeûne du Ramadan. On ne peut pas visiter la mosquée d'Al-Mansour, pareil. entre parenthèses. Merci beaucoup, Vanessa. Nous restons au Maroc dans un instant avec Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors vous nous parlez, je trouve ça assez étonnant aujourd'hui, vous nous parlez de l'arganier, de l'huile d'argan et de la route de l'argan. La route de l'argan. L'arganier en fait fait partie des arbres du monde les plus anciens. Cet arbre ne pousse pratiquement qu'au Maroc. On en trouve quelques-uns en Algérie, mais c'est vraiment l'arbre emblématique du royaume du Maroc. Et en 2014, le pays a même inscrit l'argan, les pratiques et savoir-faire liés à l'arganier sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et il pousse surtout dans le sud-ouest marocain, dans les régions d'Essaouira, d'Agadir et de Tafraout. Et les arganeraies, en fait, représentent près de 800 000 hectares de forêt. Ça ressemble à quoi un arganier Ça ressemble un petit peu à un olivier. Mm-hmm. En réalité, c'est un arbre de région sèche. Ses racines très longues lui permettent d'aller puiser l'eau en profondeur. Donc même s'il n'est pas à côté de l'océan, il est constamment hydraté, on va dire. Avec l'arganier, on fait de l'huile d'argan. Qu'est-ce que c'est que cette huile d'argan et quelles sont ses vertus? Parce que j'imagine qu'elle a quelque chose d'un peu magique. C'est très important parce que les Marocains n'avaient pas vraiment conscience des vertus de l'arganier au départ, et donc beaucoup d'arbres ont été abattus. Et maintenant, il est protégé puisque les scientifiques ont découvert depuis quelques années, depuis les années 90, que la noix d'argan avait des vertus en fait. Était très riche. Et on l'utilise à des fins alimentaires, médicales, cosmétiques. Il y a notamment des bienfaits revitalisants sur la peau, les cheveux, des vertus anti-cholestérol, vitaminiques. Ils diminuerait aussi l'argan les risques de maladies cardiovasculaires. On l'utilise aussi contre les brûlures, les rhumatismes. Bref, il y a énormément de vertus et sa fabrication est assez longue et pénible, ce qui fait que souvent elle coûte encore assez cher. Tout est fait à la main par des méthodes traditionnelles. Et il faut en moyenne pour un litre d'argan 30 kilos d'amandes et environ 10 heures de travail. Et c'est surtout les femmes en fait qui s'en occupent. Il y a énormément de coopératives de femmes. Voilà, et il y a toute une route en fait de l'arganier. De l'arganier, etc. De Marrakech à Essaouira. Et vraiment, je vous recommande d'aller dans les coopératives de femmes qui sont certifiées parce qu'il y a aussi des coopératives qui vendent de l'huile qui n'est pas forcément de qualité. Donc il y a notamment celle de Tigmin à Essaouira, Ajdig, à Tizi, Tamount et Agda notamment, qui est assez connue puisque c'est une coopérative qu'on peut visiter et qui est financée par une marque qui s'appelle Naturel d'Argan. C'est une marque bio et de commerce équitable. Merci beaucoup Lorena. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.